vous n'êtes pas dans le milieu nécessairement médical, même si vous évoquez le corps des chefs d'État. Mais d'un chef d'État. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, je ne vais pas non plus en dire beaucoup, mais voilà, je les ai invités notamment parce qu'ils ont coécrit Le soin des choses, donc ce livre politique de la maintenance. Et il se trouve qu'on a une connaissance commune en la personne de Léon Alix Mazot qui avait parlé à ces journées l'année dernière. Et donc, comme je suis un adepte de l'occasion faisant le larron, j'ai saisi l'occasion, évidemment, au vol pour vous faire intervenir aujourd'hui. Donc je vous laisse la parole et je me réjouis de vous écouter. Et bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on a fini sur un disclaimer, nous on va commencer par un disclaimer. On n'est pas designer. On a fait des incursions dans des écoles de design à l'occasion d'une autre enquête sur la signalétique, mais voilà, on n'a pas de connaissances fines ni de prétentions. On est tous les deux formés en sociologie, mais très rapidement équipés de ce qu'on appelle l'étude des sciences et des techniques. Et on s'intéresse depuis longtemps à la façon dont, on va dire, des objets font partie justement de la vie des humains, pour le dire de manière très très générique. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est insister sur un certain nombre de dimensions, de points qu'on développe dans l'ouvrage. Donc un ouvrage qui en fait est, on va dire, écrit après 15 ans de travaux sur la question de la maintenance. La maintenance qu'on définit de manière très très large comme l'art de faire durer les choses, après avoir à la fois fait des travaux nous-mêmes et en même temps il se trouve que de manière assez manifeste en tous les cas, je ne sais pas s'il faut trouver des causes, mais manifeste, cette recherche a été faite en même temps que d'autres collègues. On a fait le constat en fait quasiment en même temps et des gens qui ne se connaissaient pas à ce moment-là, qu'il fallait mettre un peu le curseur sur cette question de la maintenance et aller au plus près des situations et des gens qui s'attellent à faire durer les choses et qui développent cet art-là. Donc cet ouvrage, c'est à la fois la présentation ou la reprise de certains aspects des travaux qu'on a menés, et donc nos enquêtes en fait principales, elles sont au nombre de 3. Il y en a une donc qui nous a occupé un certain temps et donc qui était sur la signalétique du métro parisien, et donc on a reconstitué, on va dire dans les années 90, il y a un travail fort autour de la signalétique. On a reconstitué ça, et ben, au cours d'enquête, on pourra le raconter éventuellement. La maintenance a surgi comme une préoccupation forte, et on en a fait un peu une sorte de suite. On a pris au sérieux le fil de la maintenance, et on a déployé ça sur une autre enquête qu'on avait commencé en fait avant et qu'on n'avait pas faite, qu'on avait juste touché du doigt, et donc on l'a faite après. C'est sur l'effacement des graffitis à Paris. Il se trouve que la façon dont le programme d'effacement a été conçu, il a été explicitement conçu comme un travail de maintenance urbaine. Donc ça fait la deuxième enquête assez forte. Et puis la troisième, c'est Jérôme qui l'a menée, mais avec un autre collègue qui s'appelle Daniel Florentin, qui est géographe, et qui essaie sur la gestion patrimoniale et la question des réseaux d'eau. Et donc, dans la présentation, ça pourra surgir comme ça à un certain moment. Et donc, il se trouve que ce livre, c'est pas une présentation de ces 3 enquêtes, c'est une mise en rapport de ces travaux qu'on a fait nous-mêmes, avec aussi une présentation au lectorat français de tout un tas de travaux donc, qui sont développés parallèlement à l'international, dans des domaines très très variés, des domaines académiques, mais des mondes professionnels aussi très variés, sur les questions de faire durer les choses et de maintenance. Alors l'idée principale, qui est en fait à l'origine et le moteur de l'argument du livre, c'est à travers toutes ces situations, ces configurations, ces différents mondes où la maintenance est à l'œuvre, c'est de tracer un chemin pour comprendre, ou en tous les cas comprendre, s'atteler à une question anthropologique qui reste assez pendante, en fait, qui reste dans l'ombre, même si on trouve toujours des pionniers sur des travaux qui existent avant, qu'on peut retracer. Mais donc la question, la voici, quoi. C'est comment les humains font durer les choses, et comment en faisant durer les choses, on pourrait dire de manière
anthropologie, comment ils font monde, comment ils font société, et voir comment ils continuent d'être humains. Et c'est un angle qui en gros est... alors je sais pas s'il faut être dans la radicalité du pas de côté ou du contre-pied, mais en tout cas c'est un complément qu'on propose à cette figure assez qui est omniprésente avec Arendt sur le homo faber, quoi, et donc cette capacité de l'humain à fabriquer constamment des choses, et puis après dans les récits, pour rester dans le même topos, on pourrait dire, ces récits sur l'innovateur disrupteur qui, par justement une innovation, transforme radicalement soit un secteur, soit le monde, mais aussi de l'usager passif. Donc tous ces récits sont là depuis longtemps et il manque une figure au tableau, et c'est un peu ce qu'on essaye d'amener avec le livre comme complément. Il y a des mainteneurs, des mainteneuses. Donc dans ce monde où on fabrique des objets et on fait monde, société, lien social avec des objets, il y a donc ces différentes figures, mais il manque au tableau voilà, les mainteneurs, les mainteneuses. Alors un des gestes qui est tenté dans le livre, qui est toujours un peu compliqué à expliquer en quelques mots là, et même avec plusieurs pages, ça reste ambigu, et après dans les questions on arrive à s'en dépatouiller, et on arrive à être d'accord ou pas avec les gens qui posent la question, mais c'est quelle est la spécificité, quel est l'objet propre de la maintenance, voilà, quelle est sa singularité par rapport à d'autres choses, et notamment par rapport à justement des récits qui peuvent être majoritaires dans certains milieux sur l'innovation de rupture, ou même, et on va y revenir, sur la question de la réparation, mais prise dans un sens assez lâche, c'est-à-dire pas réparer des objets, et là, pour le coup, on va y venir, on est tout à fait aligné et en phase, mais réparer les océans, réparer le monde, où là, l'usage devient un peu trop, à notre goût, sinon métaphorique, en tout cas trop large. Et donc, voilà, ça c'est des points de comparaison possibles, mais voilà, quelle est la spécificité de la maintenance, comment on peut la caractériser, et c'est assez difficile en fait, c'est assez difficile, et pour l'illustrer, on va partir donc avec John Oliver dans son talk show Last Week Tonight, donc John Oliver qui est quelqu'un qui anime ce talk show, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, dans tous les cas, dans cette grande tradition des talk shows, avec cette capacité à allier à la fois cynisme, ironie et enquête très très précise sur le dossier, le thème qui est au cœur de l'émission. Il se trouve qu'en 2015, il y avait une émission, enfin une des éditions du talk show était sur les infrastructures, et la question de la maintenance des infrastructures. Et pour justement s'atteler à cette spécificité et au caractère non spectaculaire de la maintenance, il a essayé de montrer comment derrière ce côté non spectaculaire, en fait, il y avait une difficulté assez forte à souligner. Il part de cette situation où on essaye de vendre un Lego Maintenance Kit. Et il part de la situation très banale d'un père qui a donc acheté ce Lego Maintenance Kit et qui l'offre à son fils, évidemment pas à sa fille, et qui s'adresse à lui de cette manière en lui offrant la boîte. Voilà, le pont est déjà construit. Tout ce que tu as à faire, c'est de le surveiller. Et si tu fais bien, rien ne se passe. Et à la fin, tu meurs. Amuse-toi bien. Donc c'est une première mise en scène qu'on utilise pour essayer d'illustrer à la fois la difficulté à faire exister la spécificité de la maintenance, et cette situation à la fois totalement loufoque et en même temps qui dit déjà un certain nombre de choses. Et puis dans la même émission, John Oliver et son équipe se sont mis à faire une bande-annonce d'un film dans la lignée, la droite ligne des films d'action, des films à suspense. Vous voyez, il peut y avoir différents noms d'acteurs américains qui surgissent tout de suite, qui viennent sauver le monde. Et donc il y a cette bande-annonce avec des zooms sur deux personnes qui s'attellent, avec de la sueur sur le front, des zooms sur les mains, enfin voilà, la musique qui retentit. Donc on est vraiment une figure qu'on connaît de manière très régulière, sauf que là, l'action, le cœur de l'action, c'est de resserrer un boulon.
Voilà. Et donc, avec ces deux scènes, ce qui nous intéresse, on les mentionne pour montrer à la fois la difficulté, mais en même temps, ça souligne quand même deux choses très spécifiques à la maintenance. Le premier, c'est que c'est routinier, c'est répétitif, donc ce n'est pas spectaculaire dans un sens, voilà, on a toujours des définitions précises à donner, mais en tous les cas, le côté spectaculaire n'est pas là. À l'inverse, la maintenance, ça cultive la continuité. Et dans cette culture, justement, il n'y a pas de héros qui viennent faire un geste salvateur, qu'il soit innovant ou réparateur. Il y a vraiment, on va dire, tout le monde à une échelle différente et dans des domaines et des activités différentes. On est tous concernés et à certains moments, on est mainteneuse, mainteneur. Et donc, il n'y a pas de héros, encore une fois, qui vient réinverser ou basculer le cours des choses. Du coup, le geste qu'on essaye de faire et le point qu'on défend comme opérateur, en fait, un peu de nouveaux récits ou de formes de récits ou de choses qu'on essaie de faire compter à nouveau, que la maintenance permet de faire compter. Il y a une question temporelle sur laquelle on ne reviendra pas, qui est très particulière, avec des rythmes très particuliers, des questions de temps particuliers, mais aussi des questions de personnes. Et un des points importants que la maintenance change, c'est le type de personne dont on parle. C'est de qui on parle et de quoi est-ce qu'on parle. Dans la plupart des cas, les gens qui font de la maintenance, c'est des gens qui font durer des choses, des gens qui s'occupent de bâtiments, par exemple. Vous les voyez peu. Dans les situations de travail, c'est un grand classique. Et puis, si vous aviez à décrire ce bâtiment, probablement que vous ne les nommeriez pas, vous ne saviez même pas les nommer, donc vous ne savez pas exactement ce qu'ils font. Alors ça, dans le domaine de l'architecture en particulier, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement saillant. Il y a un livre qui s'appelle Architecture Maintenance. Là tout de suite j'ai oublié le nom de l'autrice Hilary Semple, qui montre très bien comment les grands gestes architecturaux sont montrés en photo d'une manière très particulière, ils sont cadrés de manière très particulière et surtout ils sont cadrés en partie pour qu'on voit à aucun moment les dispositifs qui permettent de laver les carreaux, tout simplement. Et qui permettent de souligner la ligne graphique, qui permettent de souligner des formes, alors avec des tendances architecturales qui sont assez prégnantes depuis de nombreuses années déjà, un minimalisme, une transparence, etc. Qui disent en fait assez peu de la vraie vie d'un bâtiment. Les tours penchées, là, sur le périph', leur principal problème, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est que c'est un parfait réceptacle aux particules de pneus du périph', parce que c'était à côté du périph'. Peut-être qu'on n'y avait pas pensé. Et par contre, elles ne sont pas nettoyables, parce qu'elles sont penchées. Exemple magnifique de geste architectural qui ne pense pas du tout à la vie et une vie très particulière, une vie très extraordinaire de l'objet, qui est son usure, sa saleté. Et vous connaissez peut-être le travail de Becca et Lemoine, qui sont deux architectes qui, depuis déjà de nombreuses années, font des documentaires et des beaux livres qui racontent la vie des bâtiments d'œuvres architecturales, de cette manière-là, très quotidienne. Alors ils se sont déplacés même sur la ville depuis quelques années, et ils font dans ce très beau documentaire qui s'appelle Koulas House Life, ils reprennent la maison à Bordeaux, qui est une, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui est une maison que Koulas a dessinée pour un ami à lui, qui était en fauteuil roulant, et cette personne est décédée très vite en fait, mais la maison est devenue au patrimoine, elle a été mise au patrimoine, et donc elle continue d'exister comme si la personne était toujours là, et elle continue d'exister grâce à et parce que cette personne en particulier est là tous les jours pour s'en occuper, la nettoyer et la maintenir en état, ainsi qu'un technicien qu'on voit apparaître dans le film à plusieurs reprises. Et Becca et Lemoine, au lieu de donner à voir en fait cette maison dans sa totalité avec des angles très particuliers, qui sont les angles très particuliers de mode d'existence des objets architecturaux, nous invite à suivre et on suit avec eux cette dame qui nettoie la maison et qui a ses routines et qui va aller vérifier tel truc, etc., qui se désespère d'une fuite d'eau catastrophique dans un coin, qui galère avec un système de fermeture qui est très beau, mais qui a mal vieilli. Et donc il y a un décentrement complet du regard avec ce geste-là documentaire. Alors, pour nous, c'est très important parce qu'il y a au moins deux gestes politiques, on va dire, à simplement faire compter ces gens-là dans certains types de récits.
Il y a un premier geste qui est de considérer qu'effectivement, dans les récits de la modernité technique ou de la création, on fait disparaître très souvent ces acteurs et ces actrices, tout simplement. Donc il y a une espèce de volonté, un peu d'ailleurs dans la même lignée que ce qu'on vient de voir là, et qui est faire connaissance sur ce que c'est que le cerveau, par exemple. Bah, c'est pas une image à froid stabilisée, c'est un cerveau en fonctionnement ordinaire, pour ce qui rejoint la question, ordinaire moyennement, parce qu'on est quand même vraiment dans une situation de laboratoire, etc., et d'intervention chirurgicale, mais malgré tout, on a cette espèce de contre-récit de ce que c'est qu'un cerveau. C'est un cerveau qui se transforme, qui bouge, machin, etc. Là, c'est exactement la même chose, avec en plus, dans la dimension ontologique, justement, et dans la production d'une ontologie particulière, il y a l'idée de dire c'est en plus une chose, plus d'autres trucs, quoi. Et les autres trucs sont des êtres humains qui sont d'autres trucs. Et donc dans les récits sur les technologies ou sur les objets techniques, l'idée c'est de dire il y a des objets techniques, effectivement, ils ont des propriétés matérielles, etc. Mais en fait, dans leur vraie vie, il y a des gens qui s'en occupent. Il y a des usagers, déjà un premier geste, que les architectes ne font pas toujours, hein, penser qu'il y a des gens qui vont habiter, mais en plus il y a des mainteneurs. Alors cela. Et ça rejoint le deuxième geste politique, qui est le geste ou l'interpellation faite au concepteur. Est-ce que vous pensez au fait que la chose que vous avez dessinée, conçue, etc., va être entretenue? Et que même la condition idéale dans laquelle vous aimeriez que cette chose-là soit, notamment son intemporalité, sa transparence, par exemple, etc., son minimalisme, dépend du fait qu'elle va être bien entretenue. Et donc, est-ce que vous avez conçu dans la possibilité d'ouvrir des trappes, de déplacer tel ou tel type de choses, etc., le fait que des gens circulent à l'intérieur? Et ce qu'on voit très bien, ce qui est frappant, et dans le film qui est très grinçant, c'est à quel point cette personne, Guadalupe Acedo, a du mal à entretenir la maison qui n'est pas conçue pour être entretenue. Et les bonus du DVD sont encore plus durs parce que Rakulas se moque d'elle et considère qu'elle fait n'importe quoi. Donc la question de la maintenabilité, pour le dire dans un autre point, est une question qui est particulièrement intéressante, qui a une version politique plus opérationnelle, plus simple, mais qui est très claire. Donc il y a un premier point, et qu'on pourrait définir ou assumer comme une forme de geste ontologique, effectivement. Est-ce qu'on pourrait décrire aussi les choses, les objets techniques, les œuvres artistiques, les œuvres architecturales, en y incluant celles et ceux qui en prennent soin? Cette dimension politique, elle prend une forme aussi différente dans un mouvement social et politique qui existe depuis quelques années, qui est précisément un mouvement qui se construit aussi dans une adresse particulière avec les concepteurs, certains concepteurs et certains industriels, qui est le mouvement dit du droit à la réparation. Ce mouvement, c'est comme si donc ce qu'on appelle le peuple des choses, là, qui était le titre du slide précédent, c'est ces gens qui s'occupent de certaines choses, se rebeller, notamment pour lutter contre des opérations de design et de mise sur le marché qui explicitement empêchent des opérations de réparation et de maintenance. Pour plein de raisons. Alors on ne va pas rentrer dans tout le détail de ces raisons-là, parce que l'histoire est longue, mais c'est une histoire qui a 100 ans à peu près, que Jill Slade, par exemple, avec Made to Break, ou récemment Jeanne Guin, dans son histoire du consumérisme à travers ses objets, a très bien raconté. C'est une histoire du jetable, c'est une histoire du confort moderne, pour l'usager et l'usagère. C'est une histoire d'une forme de croissance économique par le remplacement, et c'est une histoire de désintéressement, voire de vraiment lutte explicite contre tout un tas d'activités qui étaient complètement ordinaires, à la fois dans le foyer domestique, principalement faites par des femmes, à l'usine ou à la ferme, plutôt faites par des hommes, mais très 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 générales, qui consistaient simplement à essayer de faire durer les choses le plus possible dans ce qu'on appelait le thrift, une sorte d'économie dans le sens un peu économe et très ancien du temps. Donc ces acteurs-là, du droit à la réparation, se battent pour finalement refaire machine arrière dans cette espèce de mécanique assez infernale qui s'est construite dans un endroit très situé du monde et dans des sites très situés du monde.
Et c'est un peu nous notre idée aussi, c'est qu'en fait tout ça n'a pas complètement disparu, évidemment, y compris autour de nous, y compris même chez nous, dans nos foyers. Et quand je dis nous, là, c'est juste cette assemblée qui est là, hein, c'est pas un nous générique d'être humain. Évidemment, il est très irrégulièrement, de manière très inégalitaire, déplacé dans les pays du Sud, qui d'ailleurs sont en train de se rebeller sur la manière dont on fait circuler des choses dont on ne veut plus dans les pays du Nord, etc. Mais dans ce petit monde déjà des pays riches, dans les zones riches des pays riches, on va dire, il y a un mouvement, et c'est un mouvement qui est intéressant parce que, justement, là aussi, c'est quelque chose qui consiste à dire, en fait, on veut avoir le droit de réparer pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en fait, on considère qu'il en est de l'ordre de la propriété et de l'usage. Quand on a acheté un objet technique, on doit pouvoir en faire ce qu'on veut. Première chose, hein, if you can't fix it, you don't own it, c'est le premier truc. Alors on est vraiment aux États-Unis, hein, et c'est très ambivalent, hein, comme manière de revendiquer une forme de propriété définitive sur les choses, mais c'est aussi, et nous on le voit aussi comme une forme de responsabilité, et même de responsibility au sens de Haraway, c'est-à-dire la capacité qu'on défend d'être responsable et de répondre des choses qu'on utilise dans un temps plus long que peut-être ne le désirait. Alors, John Deere pour ses tracteurs, Apple pour ses appareils informatiques, certains concepteurs et vendeurs de respirateurs pendant la période du Covid, certains producteurs de voitures pendant un certain temps. Il y a des objets un peu clés autour de ces débats. Il y a un autre enjeu qui n'est pas inintéressant aussi, c'est que il y a un enjeu de concurrence. Aux États-Unis, par exemple, Biden a récemment fait un executive order. On est vraiment dans de la politique qui remonte jusqu'à la régulation nationale voire internationale, pour empêcher effectivement, pour interdire que des très grosses entreprises empêchent la réparation, en se disant il faut que la concurrence joue aussi là-dessus. Ça passe par l'antitrust. Aux États-Unis, c'est quasiment la seule manière de faire la régulation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein de petits réparateurs qui ont disparu aux États-Unis à cause de ces empêchements et de cette volonté de verticaliser la maintenance et de rendre impossible la réparation des tracteurs, des voitures, des téléphones, etc. Donc on n'est pas simplement entre l'usager d'un côté qui aimerait lui-même, dans un truc un peu do it yourself, réparer quelque chose qu'il a acheté, c'est aussi un écosystème un peu plus large. Il y a un enjeu d'autonomie et d'émancipation au sens quasiment simondonien de l'histoire, c'est-à-dire il y a aussi l'idée qu'on apprend des choses, si on est capable de les ouvrir, de les réparer, de les entretenir, on s'émancipe face à la technique qui a tendance à se refermer, comme le raconte Simondon et beaucoup d'autres. Et puis, plus récemment, et c'est très fort en Europe et en France notamment, il y a un enjeu de ce droit à la réparation qui est un enjeu environnemental aussi, qui consiste à dire le recyclage, c'est un mythe, c'est même un nuage de fumée qui continue de se dire, à partir du moment où on recycle, on sait qu'on peut continuer à produire. Réparer, faire durer, entretenir, c'est des tout petits gestes, très modestes, qui ne vont pas changer le monde, par contre, qui peuvent réduire la production, puisque grosso modo, si on fait durer, on ne remplace pas, on achète un peu. Et donc c'est une opération, et c'est à ce titre-là que la réparation devient un objet de l'économie circulaire en Europe, en France avec l'indice de réparabilité et quelques opérations. Donc voilà pour cette première opération de qu'est-ce que ça donne à voir quand on regarde la maintenance. Ça fait ce type-là d'opération. On n'en prend que quelques-unes par rapport à d'autres qu'on a sous la main dans le livre et on pourra en discuter éventuellement. Puis il y a une deuxième chose sur laquelle on voulait insister, c'est quel est ce rapport un peu spécifique aux choses qu'entretiennent les mainteneurs et les mainteneuses. Alors il est varié, hein, il n'est pas toujours le même, mais malgré tout on essaye de le caractériser et c'est le deuxième point sur lequel on voulait insister. Et ce deuxième point, en fait, c'est qu'est-ce que font, on va dire, un peu concrètement, quand certains ne sont pas justement en train de se battre pour un droit, qu'est-ce qu'elles font en situation, et surtout, nous, les accompagnants, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette activité que déploient les mainteneuses et les mainteneurs. Alors, plusieurs choses, mais là on va citer sur une, et dire qu'en fait la maintenance c'est une affaire d'attention. Alors on a déjà touché la question tout à l'heure de toute autre manière, mais on était, voilà, là il y a un écho évident. Et donc, comme le dit Hilary Sample, donc, qui a écrit ce livre Maintenance Architecture, la maintenance c'est une manière de voir le monde. Et fort de nos ethnographies au long cours
et de la lecture des travaux des collègues qui ont travaillé sur d'autres formes de mainteneurs et de mainteneuses, c'est pas juste une manière de voir le monde, c'est une manière de s'engager avec et dans le monde. Évidemment, le monde matériel. Puisqu'on vous parle depuis tout à l'heure de faire durer les choses. Alors comment caractériser cette attention spécifique que déploient justement les mainteneuses et les mainteneurs pendant leur activité? Alors il y a quelque chose qui est crucial et qui est flagrant quand on les suit durant... alors ça ne concerne pas toutes les configurations, mais c'est quand même au cœur de beaucoup d'activités de maintenance et de mainteneuses. Ça peut s'appeler l'inspection, la tournée, le diagnostic. Voilà, ça peut prendre des vocables. Mais en gros, ça décrit quelque chose qui dit énormément sur cette attention spécifique. Déjà, ça dit ce déplacement vers les choses. Puisqu'on va pour faire la tournée ou pour les inspecter, il y a une forme de proximité qui est développée, qui n'est pas toujours en situation. Ça peut passer par des écrans, par tout un tas de capteurs. Hein. On n'est pas seulement dans une version phénoménologique, mais en tous les cas, il y a ce travail de mise en proximité et qui, du point de vue attentionnel, vise à se brancher sur les flux matériels. Et donc, pour le dire autrement, dans une lignée Deleuze et Guattari ou Ingold plus récemment, en fait, c'est une attention qui n'est pas du tout face à des objets qui sont beaucoup plus au cœur des activités, soit des concepteurs, soit des usagers. On a des objets finis qui se donnent comme un tout, une fois qu'ils sont faits du point de vue de la conception et dans l'usage. On est dans des choses qui sont des composites, des assemblages de différents composants matériels. Et en fait, faire durer les choses, et s'activer en tant que mainteneuse ou mainteneur, c'est se brancher sur cet assemblage et comprendre comment ces différents matériaux, à la fois tiennent ensemble, mais sont aussi en constante transformation. Donc, deuxième écho, le cerveau tout à l'heure. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez fort quand on fait le geste, je ne sais pas si on peut le faire tout de suite, l'état d'attention, mais quand nous on se branche sur l'attention, qu'on est attentif à l'attention des mainteneuses et des mainteneurs, c'est de voir comment justement ces flux sont appréhendés, comment les choses ne sont pas du tout appréhendées non seulement comme des tout, mais aussi comme des choses stabilisées, fixes, figées et terminées au sens de l'existence. En fait, c'est constamment appréhendé comme des produits en devenir ou des choses en devenir. Et dans cette attention, il y a aussi cette capacité à savoir, au moment où cette attention est déployée, et c'est toute la force de cette inspection, ce diagnostic, cette tournée, c'est d'être en capacité de savoir, au moment où on se branche sur ce flux de matière, est-ce qu'il va falloir intervenir ou pas? Puisque ce flux de matière, il peut être dans le bon sens et donc c'est pas grave, la chose va continuer à durer telle qu'on l'a définie, on va y revenir un peu, ou au contraire, là il faut intervenir, ça va pas. La chose est allée trop loin dans une certaine direction. Et donc voilà, ce qui est intéressant quand on les suit, et je vais un peu commenter les deux situations rapidement, c'est de voir que cet engagement, il est multisensoriel. Donc là, on a deux photos dans deux des enquêtes qu'on a menées. Donc il se trouve qu'il y a deux fois la main, là, on est sur le toucher, mais c'est pas les deux mêmes choses. Donc à droite, on est dans cette enquête qu'on a menée sur l'effacement des graffitis. Et dès la première journée, quand on les accompagne pendant 7 heures de travail, c'est assez flagrant de voir comment, alors qu'ils sont équipés d'une liste, qu'il faut qu'ils aillent dans telle rue, que dans telle rue c'est plutôt tel et tel graffiti, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des façons d'organiser les tournées, des priorités données, puis il y a des contraintes temporelles pour effacer. C'est 10 jours, si c'est une injure, c'est 3 heures. Mais attention, elle n'est pas trop déborder. Non, mais non, je vais pas déborder du tout. Mais donc, alors qu'ils sont équipés, ils font un geste, ils descendent du camion et ils touchent. Et ils touchent l'inscription qu'ils savent qu'ils vont enlever. Ils touchent
c'est très furtif, hein, mais en même temps, on a le temps de faire la photo quand même. Il touche l'inscription, il la caresse. Parfois, il ferme les yeux. Donc, on sent qu'il y a quelque chose là. On n'est pas dans le pré-attentif de tout à l'heure. On est dans une attention focalisée, très située. Et ce petit geste, pour les effaceurs, il embarque beaucoup de choses. En gros, je parlais de se brancher sur le flux de matière, c'est de quoi est composée l'encre. Est-ce qu'il y a de l'acide qui a été ajouté quand c'est sur une vitrine? Est-ce que sur la vitrine, il y a un film plastique qui peut être détérioré par mon intervention que je vais déployer? Donc, en gros, de quoi s'agit-il? De quoi tout ça est composé? En même temps, j'ai 4 techniques d'effacement. Et donc, en faisant ça, je suis déjà en train de me projeter et de savoir quelle des 4 techniques je vais utiliser juste en touchant. Même là, je ne suis pas encore en train d'intervenir, je suis déjà en train d'anticiper aussi la dose, entre guillemets, d'intervention. C'est la dose de produit, la pression que je vais exercer, enfin voilà. Donc on est dans un geste très furtif, mais voilà, pour illustrer ce branchement multisensoriel, parce que je parle des mains là, mais il y a la vue, des fois il y a l'odeur sur l'encre, enfin, bon, il y a tout un tas de choses de cet ordre-là. Pour parler 2 minutes de la photo de gauche, donc on est dans l'enquête réalisée par Jérôme et donc Daniel Florentin. On est dans un réservoir d'eau, et donc cet agent est en train de l'inspecter. Et puis il descend, donc le réservoir a été vidé par 2 techniciens exprès pour que l'inspection ait lieu. Et puis il est en bas là, dans le réservoir d'eau avec sa lampe, et puis il passe la lampe, et puis il inspecte à la fois le sol et puis les parois. Puis à un moment, sur la paroi, il touche, pareil. Et puis il fait rouler dans sa main ce mélange là de sable, ciment, et pareil, c'est très très furtif. Et il a, je sais plus les mots exacts, mais en gros il a cette phrase, le ciment n'a pas été fait comme il faut, en gros. Ou en tous les cas, si c'est pas ça, il y a une possible fuite. Mais c'est à la fois furtif et en même temps c'est pas grave. C'est-à-dire, il n'y a pas voilà, on est vraiment dans cette attention aux choses. On va noter pour l'année prochaine quand on reviendra. Mais voilà, on est dans quelque chose d'à la fois multisensoriel qui est très focalisé. On n'a pas mis des surprises là d'ailleurs. Non. D'accord, donc je le fais pas. Donc, mais en tous les cas, voilà, juste pour le dire en 2 mots, on n'est pas face à des objets finis qui se donneraient en tant que tels, on est face à des choses dont on observe des matériaux dans leur plus fin détail en fait. Les transformations continues dont je parlais tout à l'heure peuvent être très infimes. Alors cette attention au flux de matière, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette attention, en fait, elle repose sur une conception particulière des choses. Une conception qui met au cœur, au centre et comme geste premier, la fragilité. Et donc qui considère que toutes les choses sont fragiles et non pas elles sont stables, solides, et puis à un moment, il y aura un état de dégradation qui fait qu'elle se transforme et que elle va éventuellement se dégrader ou voire disparaître. En fait, dans ce geste attentionnel, ce qui est au cœur, c'est de considérer la fragilité comme la condition même d'existence de toutes les choses et d'en faire le point de départ de l'activité et d'en faire une condition commune, encore une fois, à toutes les choses. Et donc, il y a une forme de geste, là aussi ontologique, qui est une certaine définition du mode d'existence des choses dont ces personnes s'emploient à faire durer. Donc là, on pourrait aller loin, mais comme Jérôme n'arrête pas de me dire « arrête, on va déborder », j'indique 2 pistes assez importantes de ce geste, en fait, qui considère les choses comme des choses fragiles en soi dès le départ. Le premier, c'est un écart massif avec les promesses des objets de consommation contemporains, où il faudrait qu'on soit constamment en présence et en relation avec des objets non seulement finis, mais rutilants, brillants, beaux, neufs tout le temps. Et donc on change tout le temps pour que ça soit toujours dans cet état-là. Donc on est assez loin de ce genre de projection, ou d'envie, on parlait de désir dans un certain registre. Et puis, on est assez loin aussi,
je ne vais pas m'étaler là-dessus, des conceptions qui ont qui ont cours et qui ont encore cours assez massivement en sciences sociales dans la façon dont on considère la matérialité quand on la prend en compte déjà. Et quand on la prend en compte souvent, et notamment dans les premiers mouvements, alors que ce soit en anthropologie ou autour des travaux donc dans le laboratoire dans lequel on est au Centre de sociologie et d'innovation, donc autour de Madeleine Actriche et Bruno Latour, c'était vraiment une considération, le geste fort, c'est-à-dire il y a aussi des objets, mais souvent c'était pour dire qu'ils sont solides, qu'ils résistent, et donc ils ont une matérialité très spécifique. Et là, ce qu'on a sous les yeux avec les mainteneurs, c'est un geste assez différent en mettant la fragilité au centre. Et puis dans cette attention, ce qui est intéressant, ça c'est un geste sur la base de ce que je viens de dire, qu'on propose là aussi comme un complément. Il y a tout un tas de travaux qui se développent depuis une quinzaine d'années autour de la crise de la sensibilité au vivant, où en gros, pour le dire vite, autour de Morisot ou Vinciane-Després, on a tout un tas de très beaux textes, je veux dire, des choses très importantes et qui politiquement rendent sensible à nouveau à la façon dont les humains ont perdu à la fois un contact et des capacités à se rendre sensibles et donc à en parler et donc à éventuellement initier des discussions pour prendre des décisions politiques différentes à l'encontre de la nature, de l'environnement et avec l'urgence climatique. Tous ces travaux, évidemment, ont pour nous une importance cruciale. Mais ce qui nous frappe, en fait, dans ces travaux, c'est la manière dont, en mettant le curseur sur le rapport des humains aux vivants, il n'y a plus d'objets. Il n'y a plus d'objets, ou en tous les cas, ces travaux font implicitement, voire à certains moments très furtifs, explicitement des opérations analytiques pour mettre l'accent sur leur geste à eux d'être sensibles aux vivants, font comme si les humains avaient soit réglé leur rapport aux objets, soit n'avaient plus... Enfin, le curseur fait qu'ils sont plus là, il n'y a plus d'objets du tout. Pourtant, on le voit sur la photo, pour être sensible aux vivants, on reste habillé, voire dans des conditions équipées de jumelles pour voir plus loin, et puis on n'est pas juste habillé pour grimper en montagne, enfin bon bref. Et donc ça c'est un point qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre du tout ces travaux-là, mais c'est un complément pour dire oui, évidemment vous avez raison, mais n'oublions pas les objets, et peut-être qu'on ne sait toujours pas jusqu'au bout décrire le rapport des humains aux objets, et les mainteneurs et les mainteneuses nous apprennent beaucoup de ce rapport compulsif. Juste pour ajouter un mot là-dessus, c'est le terme qu'utilisait Latour à l'époque, c'était les masses manquantes. Latour ou Madeleine Actriche, vous avez dit aux sciences sociales, vous faites de la sociologie, mais vous vous intéressez aux corrélations humain à humain, et il vous manque quelque chose. Dans votre description, c'est la masse manquante énorme des objets techniques. Et on a un peu l'impression que dans les appels à la sensibilité au vivant, on a remis les masses manquantes à la poubelle. Pour s'intéresser à la maintenance, il y a d'autres choses. C'est refaire venir un peu la technosphère dans le débat politique, dans sa discussion, sans faire croire qu'elle a disparu ou que c'est réglé. Ou qu'on va s'en débarrasser une fois pour toutes et qu'on sera tous... Parce qu'a priori, les humains vivent sur Terre avec des objets techniques, avec des choses. Alors, pour conclure, on voulait revenir sur le geste analytique un peu principal, et qui est le titre du livre, c'est-à-dire qu'on prétend et on appelle à considérer que tout ça c'est du soin, c'est du soin des choses. Alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est le vocabulaire des personnes que nous on a observé et que nos collègues ont observé, qui parlent beaucoup de choses qui sont de l'ordre du soin, notamment parce que le soin en français vient souci, se soucier d'eux, se préoccuper. Et donc de ces questions de care au sens un peu plus global, un peu plus large, mais en même temps, pour en avoir discuté avec Anne-Marie Moll, qui tient beaucoup aux termes dans les langues, on va dire, dans les langues diverses, elle disait non mais arrêtez avec care, les Français vous avez soin, c'est magnifique, gardez soin, gardons soin. Mais on voit bien que care, ça a été tout un type de débat monté en politique sur le care, soi-disant parce que soin, on n'arrive pas à avoir toute mais en fait si, soin, on a à peu près tout, prendre soin d'eux, avoir soin d'eux, c'est aussi se soucier, c'est aussi, il y a c'est un terme très beau, donc assumons-le complètement. En tout cas, ça se greffe
à des débats qui sont à la fois des débats académiques et des débats politiques, féministes, vraiment ancrés dans la littérature féministe, sur la mise en avant de certaines pratiques, précisément avec des débats après dans les travaux féministes qui ont essayé, notamment avec Joanne Tronto, de désessentialiser cette grande question des différentes vagues féministes. Non, ça n'est pas forcément des propriétés purement féminines ou essentiellement féminines, mais ce sont des tâches confiées à des femmes, effectivement, dans beaucoup de situations, qui sont ces tâches qui, en fait, ces formes d'activité qui ne comptent pas, effectivement, et qui ne comptent pas économiquement, d'ailleurs. Un des grands débats parmi ces travaux-là, ça a été de dire, est-ce que vous voulez vraiment qu'on calcule le PIB que représentent les activités non rémunérées des femmes à la maison, notamment, et qui sont des activités du soin, c'est-à-dire de la relation et de du soin des personnes au-delà du soin uniquement de santé hospitalier, on pourrait dire, ou para-hospitalier. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des connexions? En fait, il y a vraiment des connexions très fortes. Donc, le premier geste, oui, c'est un geste, c'est le vocabulaire de nos acteurs ou des acteurs suivis par les uns et les autres, mais c'est aussi un geste quand même analytique de dire, en fait, nous, on voudrait dire que les gens qui entretiennent ce bâtiment ou telle partie de la ville, en fait, ils font aussi quelque chose qui est de l'ordre du soin. C'est une connexion qu'on essaye de faire. Je vais en dire 2 mots après. C'est une connexion qui est faite par une artiste qui est assez extraordinaire, qui s'appelle Mirlo Laderman-Youkeles, qui a, elle, fait très bien cette connexion. Je vais y revenir juste après, mais d'un point de vue théorique et politique, ça repose sur plusieurs choses. La première chose, David l'a exprimé tout à l'heure, c'est que le soin aussi part de l'idée de fragilité comme condition commune. On est tous fragiles, les êtres humains. La condition, on va dire, normale de l'être humain, c'est plutôt de se dégrader. En plus de ne pas se dégrader, c'est de se transformer de manière continue. Et cette transformation et cette dégradation révèlent en fait l'absence, le caractère complètement mythologique de la notion d'autonomie. On n'est pas autonome. Aucun être humain n'est autonome, y compris quand il est à l'âge. Il repose toujours, il est toujours taking care of. Il est alors soigné pour le coup. Enfin, il y a toujours des gens qui en prennent soin d'une manière ou d'une autre. Et l'idée de la maintenance et de qui maintient quoi est du même ordre. C'est-à-dire que c'est aussi une lutte, y compris politique, ou une mise en dérèglement de l'horizon de l'autonomie comme étant le seul et bel horizon pour l'être humain, qui a un horizon qui est très discutable sur le plan politique, tout simplement. C'est-à-dire la production d'un individu qui est à la fois une entité complète, totale et isolée de tous les autres. Vaste grand débat qui évidemment débouche sur les questions environnementales aussi, et qui insiste sur les interdépendances. Voilà. Premier geste pour dire pourquoi est-ce que le soin des choses, pourquoi la maintenance peut être décrite comme un soin, c'est parce que on est dans le domaine de l'interdépendance comme on est sur le soin. Alors il y a plusieurs autres choses liées à cette question de soin. On va peut-être pas toutes les mentionner, mais il y en a une particulière qui nous tient aussi à cœur et qui permet aussi de désamorcer quelques malentendus, c'est que le soin n'est pas bon en soi. Et les travaux qui ont fait... encore 3 minutes. Les travaux qui ont fait... mais je note qu'on a 45 minutes, comme on avait prévu. On n'a pas eu de temps. Si, mais pour je suis tout à fait... Non, mais c'est parfait, c'est le dernier slide. En fait, le soin n'est pas forcément bien. Et les travaux récents sur le care, plutôt dans le monde anglo-saxon, montrent ça très bien, en disant qu'il y a plein de situations de care qui sont ambiguës, parce que les gens résistent à être soignés d'une certaine manière, parce que précisément l'horizon qu'on peut avoir de l'autonomie, et qu'il y a des rapports de pouvoir dans le soin toujours, et qu'on ne peut pas faire comme si le soin c'était une bonne chose, merveilleuse, et on se méfie énormément de la romanticisation de tout ça. Et c'est pareil pour la maintenance. On vous a expliqué qu'on fait des enquêtes sur l'effacement des graffitis, on n'est pas complètement pour l'effacement des graffitis, qui est une vraie opération de maintenance urbaine, maintenance d'un certain ordre esthétique dans la ville, etc. Donc ça, c'est pas forcément bien en soi. Par contre, la pratique que les personnes qui se tapent ce boulot-là, on va dire, de manière un peu concrète, c'est-à-dire les ouvriers, les ouvrières, les gens qui, même si ce soin-là, dans sa dimension politique, est discutable et doit être discuté, doit être mis en débat, on peut apprendre quand même de celles et ceux qui sont au contact de... Parce que celles et ceux qui sont au contact de la chose, au contact des personnes dans le soin, pas toutes, certaines font évidemment des choses qui sont répréhensibles, mais
sont des sources d'inspiration très fortes, notamment parce qu'il y est question de tact, il y est question de diplomatie, il y est question de rapports situés, d'éthique située, et non pas de grands principes moraux qu'il faudrait appliquer mécaniquement. Et donc ça, avec Ukele, ce qui est intéressant, c'est que on en discutera dans les questions si ça vous intéresse, puis allez voir son travail. Elle a fait dans le domaine artistique déjà un geste fort qui est de dire je veux que mes activités de maintenance, qui sont principalement des activités féminines, deviennent des activités artistiques, parce que j'en ai marre, c'est pas parce que j'ai un enfant que je dois arrêter de me considérer comme un créateur, quoi, hein, en 69, quand elle fait son Maintenance Art Manifesto, 1969, c'est très très tôt dans les débats féministes sur cette question-là. Et surtout, elle fait un geste encore plus radical, c'est qu'elle va aller voir les éboueurs de New York, elle va aller se mettre dans, elle va être en résidence dans le service de propreté de la ville, en disant je suis artiste gratuite dans ce service de propreté, parce que ce que font les éboueurs de New York, les gros tatoués malabards hyper virilistes, c'est la même chose en fait. Ce sont les femmes de New York, ces acteurs-là. Et elle veut faire une connexion, donc en désessentialisant le genre, pour montrer que d'un certain point de vue, cette position de la soignante est en fait traverse les genres dans certains domaines. C'est aussi un rapport de classe, mais complètement repensé, et ça traverse les espaces, c'est-à-dire c'est dans la chambre à coucher, c'est dans la cuisine, comme les gens, les théories féministes ont dit, il se passe du politique ici, mais c'est aussi dans la ville, c'est aussi dans l'usine, c'est aussi dans... Et pour donc terminer, c'est simplement une espèce d'invitation, vous l'aurez remarqué, on parle d'objets et de choses, peut-être qu'un des moyens de penser effectivement ce que peut nous apprendre la maintenance et les mainteneurs et les mainteneuses, c'est un rapport aux choses. Traiter les objets, traiter des artefacts en objets ou en choses, c'est pas tout à fait pareil. Traiter des artefacts en objets, c'est considérer qu'ils sont stables, qu'ils sont finis, qu'ils sont inertes, c'est ne pas se soucier d'eux. Et ça a été une grande promesse du confort, du consumérisme pendant des années. Les traiter en choses, c'est accepter et reconnaître qu'ils sont en constante transformation, qu'ils sont relativement fragiles, et qu'il faut qu'on participe à continuer à les faire exister. Et peut-être pas pour toujours, parce qu'il y a des choses dont il n'est pas désirable. Mais quelque chose qui est très proche d'Étienne Souriau et de cette idée que les choses sont toujours à faire, et toujours à continuer d'exister un peu plus. Ça, c'est l'incursion dans une question philosophique, et qui est vraiment une question ontologique, évidemment, mais qui a un rapport. C'est pas une définition, on ne pourrait pas faire le tri entre ça c'est un objet, ça c'est une chose. En fait, ça dépend de la manière dont on le traite. C'est ça la question centrale. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. C'est passionnant évidemment. Je vous remercie d'avoir cité Jeanne Bien qui a été intervenue l'année dernière aux Journées d'études. Et donc pour ceux ou celles qui voudraient avoir une sorte d'introduction aux travaux de Jeanne Bien, il y a la vidéo de son intervention sur le site de l'école Camondo qui est évidemment disponible. Alors, oui, moi je souscris à, si ce n'est 100%, moins 99,9% de tout ce que vous avez dit. Une chose, moi, qui m'interpelle aussi depuis fort longtemps, c'est cette absence des objets dans le problème. Et que, effectivement, en fait, moi j'ai eu la même réaction en lisant Després, Morisot et d'autres. C'est-à-dire, oui, ok, mais en fait, il y a aussi tout un champ de relations au non-humain qui n'est pas du vivant, et qui, en fait, est quand même l'essentiel de notre vie de tous les jours. On croise plus de chaises que de loups. Et donc, s'interroger sur le traitement qu'on a et la relation qu'on a aux chaises, je pense que c'est une façon de répondre aux questions que posent d'ailleurs Morisot, Després et les autres. Et puis, il y a une autre chose aussi dont vous avez parlé, moi qui fait écho aussi à des questions qu'on travaille tous d'une certaine manière ici, on en parlait avec Olaf juste avant, mais sur cette espèce de paradoxe en fait du design centré utilisateur qui rend accessible le pouvoir des objets en faisant disparaître leur compréhension. En fait. Et donc effectivement il y a Simondon qui évoquait ça déjà en son temps. Et du coup, est-ce que ça poserait pas la question d'un design qui serait plutôt centré objet ? C'est-à-dire qu'on fait des objets,
et c'est pas les objets qui tournent autour de nous, mais nous qui tournons autour des objets. Et du coup, le peuple des choses en est une illustration, et puis d'autres exemples que vous avez pu évoquer. Et puis oui, il y a ce truc tout à fait étonnant, dont parle Sénet par exemple dans Ce que c'est la main, avec l'idée que l'objet fini, en fait, il est déjà fini dans le plan. Et donc en fait, une fois qu'il est matérialisé, en fait, on s'en fiche parce que le référent, c'est celui du plan. Et ça, c'est pareil, c'est-à-dire que la place de la conception et de la projection du dessin dans l'architecture d'intérieur ou le design, elle doit être interrogée peut-être aussi au regard de tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Et puis j'aime bien votre idée de interpeller le concepteur. Enfin, c'est aussi l'idée de votre présence ici, c'est que je pense que les élèves en architecture d'intérieur et en design se posent pas toujours ces questions-là, ou se les posent sans avoir les outils pour les adresser et les intégrer à leur pratique. Et votre livre et puis vos travaux en général, je pense, offrent tout un tas de choses utiles pour eux. Et du coup, moi j'avais juste une question. Enfin, j'aurais plein de questions, mais disons que c'est pour lancer la discussion. Parce que moi, toutes ces questions-là, il y a vraiment beaucoup de choses, je trouve, qui résonnent avec des lectures que je peux avoir aussi. Mais moi, je les ai eues à partir de l'artisanat et des métiers de l'artisanat, où on retrouve en fait cette question de l'attention aux choses. Moi, une chose qui m'a toujours frappé dans ceux qui m'ont appris l'ébénisterie et la marqueterie, c'est qu'ils voient un objet et ils commencent par essayer de comprendre comment cet objet est fait avant même de l'utiliser. En quelle matière il est, quel type d'assemblage peuvent être utilisés. Et ça va de la moto à la chaise en passant par le stylo plume. C'est une façon de lire le réel qui leur est propre. Et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus sur le lien entre artisanat et maintenance. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'artisanat dans la maintenance? Ça passe par toujours cette idée, moi, qui m'est chère, qui est en fait d'enrichir en fait notre expérience du donné. Et que finalement les artisans, parce que c'est une pratique multisensorielle et abstraite aussi, finalement ils ont une vision plus riche. Je ne sais pas si elle est plus juste, à la rigueur c'est pas le sujet, mais elle est plus riche en tout cas du toucher, de l'odorat, comme moyen d'attention à la matière qui travaille ensuite et qui transforme en objet. Voilà. Et puis sur les langues, juste petite remarque, parce que pareil, moi je milite pour la traduction et pas pour l'anglicisation. Parce que si tout le monde parle anglais, à la fin, plus personne ne parle vraiment anglais. Et l'anglais est une aussi belle langue que l'italien, l'espagnol, le portugais ou le français. Et donc, oui, effectivement, soin, ça marche aussi. Voilà, vous l'avez appris. Donc voilà, j'aimerais avoir votre sentiment peut-être sur ces logiques, cette articulation entre artisanat et maintenance. Merci pour déjà les lignes là, de fuite et ou contraintes de connexion, parce qu'elles sont très fortes et c'est toujours très important pour nous de les avoir prononcées par d'autres mondes aussi, parce que même si c'est des mondes proches, ça éclaire aussi et ça nourrit, et ça c'est vraiment un grand plaisir aussi de présenter les choses dans des endroits très très différents. Peut-être pour faire une première réponse sur l'artisanat, on a nous un premier geste de rejet, on va dire, notamment de Crawford, qu'on n'aime pas trop, s'il a mal tourné quand même. Oui, il avait mal commencé. Il avait un peu mal commencé. C'est vrai. Mais on a un double souci qui est très lié en fait aux positions justement dans les hiérarchies des métiers, tout simplement, des mainteneurs, et qu'on essaie de défendre aussi. Et il y a une forme de romantisme et une forme dans ceux qui mettent en avant, y compris Sénet d'ailleurs, et même de hiérarchisation, c'est-à-dire c'est mieux, c'est moins bien, etc. Et pour ça, Rich par exemple est un très bon terme. On ne peut pas dire c'est mieux ou pas, on peut dire c'est voilà, ça c'est très très important d'avoir ce type de vocabulaire pour ne pas tomber dans la hiérarchisation. Et même si Sénet c'est beaucoup plus fin que Crawford, on sent quand même qu'il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre du mieux, du plus, etc. Et donc notre premier geste, c'est justement en fait d'écarter. Dans le livre, on le fait régulièrement pour le romantisme, et aussi parce qu'on est plutôt sociologue du travail au départ, et que ce qu'on dit, là qu'on n'a pas du tout mentionné, c'est que
grosse partie des mainteneurs et des mainteneurs, ils se font mal. Faire l'attention qu'ils portent aux choses, le fait qu'ils s'abîment. Hein, ils s'abîment, les effaceurs de graffiti, là, ils inhalent des produits, ils ont des TMS, etc. Enfin, et ça, il faut absolument le prendre en compte, parce que ça permet aussi de voir le coût, y compris humain, que représente notre insouciance à quelques-uns en tant qu'usagers, d'un pont, d'une route, d'une ville comme ça, etc. Ce qu'on perd assez vite avec l'artisanat. Ce qu'on perd vite parce que non, l'artisan, c'est la petite... Peut-être précision, enfin, moi quand je dis artisan, c'est vraiment du plombier au maçon. Oui, mais voilà. C'est-à-dire, il y a savoir-faire, il y a l'artisanat d'art, mais effectivement, il y a une vision assez romantique souvent, et qui est pas toujours très juste, d'ailleurs, des réalités et économiques et du travail, parce qu'eux aussi, ils inhalent du truc, ils ont mal tout, enfin, voilà. Mais disons qu'ils ont l'industrie du luxe comme récit à l'horizon. donc effectivement, et d'ailleurs on différencie le plombier de l'ébéniste, mais il y a des niveaux de complexité de maîtrise dans la plomberie qui peuvent être des niveaux. Non, mais dans ce cas-là, oui, à 100%. C'est-à-dire vraiment, cette connexion, elle est très importante. Et en fait, si on remonte à la philosophie et au débat, si on remonte à Stengers ou à Deleuze et Guattari, etc., ce sont des alchimistes. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont un rapport effectivement avec la matière, précisément. Et c'est là où peut-être il y a une connexion aussi avec ce rapport au plan, au dessin ou au figé, quoi, à cette question du figé. Ce sont des métiers, des activités qui ont ce rapport alchimiste à la matière, c'est-à-dire qui la traitent comme une chose vivante, toujours en transformation, comme on peut remonter, hein, la chimie bactérienne, quoi, et à tous ces travaux, et à Gaïa d'ailleurs, autour de ça, autour de ces questions-là. Donc, oui, il y a sans doute quelque chose de ça, et effectivement, c'est des corps de métier, en partie, et donc qui sont de l'artisanat dans ce sens-là, avec un élément très important qui est la capacité à improviser, la capacité à se laisser surprendre par les choses, par leur comportement, etc., qui était parti dans les slides qu'on avait planqués et qu'on n'avait pas fait revenir, qui font aussi, qui fait qu'on peut observer effectivement un plombier ou un électricien pendant des heures quand il fait, parce que grosso modo ça se passe jamais complètement comme il l'avait prévu, et en même temps il sait très bien faire, quoi. Il enquête, quoi. Il est dans cette enquête-là. Parce qu'il sait très bien que les choses résistent, et donc il laisse parler les choses comme certains bons soignants, bonnes soignantes laissent parler celles et ceux dont ils s'occupent, quoi. C'est un peu ce même genre de toute proportion gardée, évidemment. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Moi, ça me fait penser puis après je laisse la parole parce que je ne pas de monopoliser, mais parce que chez les Grecs, l'artisan, c'est le guérisseur, le poète, le charpentier, ils sont tous désignés par le même mot, et ils ont ces qualités en commun, la techné, le savoir-faire, la métisse, qui est finalement la capacité d'adaptation, voilà, et puis la poésie, c'est-à-dire le fait de maintenir ou de créer des choses, mais voilà. Du coup, est-ce que la salle aurait des remarques, des questions, des prolongements? J'ai une question. Est-ce que votre étude porte aussi sur les aspects informatiques dans la maintenance? Bientôt. Non, enfin, alors nos collègues, oui. En fait, une partie, pour refaire une connexion, parmi dans la clique des nombreuses personnes qui s'intéressent à ça, il y a eu une espèce de branche un peu autonome qui n'avait pas vu qu'il existait d'autres choses, qui vient vraiment de la software legacy, quoi. Vous avez vu l'article du Monde la semaine dernière sur le COBOL. Plus grand monde ne parle le COBOL, qui est un langage très informatique très ancien, mais le problème c'est que tous nos systèmes bancaires fonctionnent sous le COBOL. Et donc c'est le contraire de ce qu'on pourrait croire de ce que c'est que l'informatique, pensant, avec l'idée que c'est des trucs qui se renouvellent et se révolutionnent tous les ans, avec des langages complètement différents, on programme objet alors qu'avant machin, les bases de données relationnelles, le no-code, le machin, ça change, mais en même temps, perdurer dans ces trucs-là, c'est tout un truc, c'est passionnant. Donc il y a plein de gens. Nous, on réunit aussi, on a organisé pendant plusieurs années des
des panels dans les grosses confs internationales où on faisait dire les jeunes le plus possible qui débarquaient avec des objets, et les objets informatiques font partie de la chose. Et vraiment, il n'y a pas très longtemps, il y a un collègue, un ancien du Media Lab de Sciences Po qui s'occupe de GEFI, l'outil qui fait de l'analyse de réseau, là. Et il a lu le bouquin, il a dit je vais vous raconter comment moi, m'occupant de GEFI depuis des années, donc on est dans l'open source, c'est une question centrale la maintenance dans l'open source, c'est vraiment une question cruciale. Et c'est même une forme d'organisation qui pense la maintenance de l'open source, la maintenance comme étant quelque chose qui transforme sans arrêt les choses, et non pas qui les stabilise et qui les arrête. Ça, c'est un autre aspect super important de la maintenance. Donc nous on n'y est pas allé. On n'y est pas allé complètement, on est en train un peu, parce que là il y a une thèse en CIFRE qui s'intéresse aux données et à ce que les données font à la maintenance, toujours dans les infrastructures urbaines. Donc il y a un petit peu ces aspects-là, parce que du coup on va se retrouver avec des vieux systèmes informatiques aussi qui sont à maintenir ou pas. Mais il y a plein de lignes très 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 intéressantes à penser précisément ces objets-là, qui sont à la fois des objets hypermatériels, évidemment, et on a collègues aussi qui travaillent sur les datacepteurs, sur les câbles sous-marins. Là, on a un collègue qui travaille à la fois sur l'installation des câbles sous-marins, mais après sur leur entretien et sur leur démantèlement futur. Une fois qu'ils ont été, ils ont servi en fait d'abri et de support à tout un tas de vie sous-marine. En fait, si on les enlève, on n'abîme plus qu'autre chose, donc ça pose pas une question super intéressante. C'est une autre version de l'informatique. Mais c'est aussi du langage, c'est-à-dire que c'est aussi des procédures, c'est aussi des choses un peu plus, entre guillemets, immatérielles, qui sont très compliquées parce qu'elles tiennent avec des gens qui savent les utiliser ou qui les maîtrisent, et puis avec un moment de disparition des jeunes qui débarquent dans cette histoire-là. Ça pose vraiment plein de questions. Donc c'est un objet, et puis on n'arrête pas d'être sollicité par des gens qui nous disent vous devriez venir. Ils ont cru, d'abord il y a plein de gens aussi qui nous ont invités au départ, parce qu'on travaille aussi sur ces questions-là par ailleurs. Vous avez fait un livre sur la maintenance des données, la maintenance du machin, pas du tout d'informatique. C'est juste à l'horizon. C'est à l'horizon, c'est présent même dans la signalétique ou le graphique, il y a de l'informatique. Ils sont équipés, où ils alimentent des bases de données, mais la maintenance dans leur activité ne concerne pas. C'est un équipement en fait. Par contre, on percute aussi pas mal de débats autour de maintenance prédictive équipée par capteurs, par IA et tout ça. Alors on n'a pas vraiment, comme vient de le dire Jérôme, embarqué des recherches, mais moi j'avais encadré un étudiant en mine à la SNCF, et avec la mise en place d'un banc automatisé de maintenance, et avec tout un tas de capteurs. Donc, alors, la réponse est non, mais on a plein de... Dans 15 ans, vous pouvez voilà, les c'est résultats je vous propose peut-être qu'on s'arrête là, qu'on fasse une petite pause, comme ça vous pouvez continuer de discuter avec Jérôme et David si vous le souhaitez, et s'ils ont encore un peu de temps. Et puis comme ça, Marc Bayard, donc responsable du développement culturel et scientifique du Mobilier National, qui fera peut-être une sorte de transition entre la maintenance et l'artisanat au Mobilier National, qui est une question qui se pose, et la question du patrimoine, qui est aussi un enjeu, et qui nous parlera du SLOMED d'ici 10-15 minutes, Marc.